Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On refait donc une petite émission aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui se passent. La séance d'hier est très intéressante. Pas en termes de directionnel et de mouvement, mais en termes de ce qui se passe. Je vous l'ai dit, on est toujours dans un marché en fait très peu intéressant, dans le sens où il y a quand même peu de volume, mais il y a des positionnements assez intéressants qui se passent, et par contre qui se produisent sur des marchés beaucoup plus liquides que le marché action. C'est pour ça que je vous fais une émission aujourd'hui, parce qu'en soi, il se passe vraiment pas grand-chose sur les graphiques. Regardez vos S&P 500 et vos Nasdaq et Dow Jones, il se passe strictement rien. On évolue entre support et résistance, on casse aucune des deux bornes. Hier, on a déclenché un potentiel signal de vente daily, on va en parler évidemment juste après. Maintenant, le signal en l'état n'est pas validé, puisque jusqu'à preuve du contraire, en daily, on est toujours au-dessus de niveau de support. Donc, tant qu'on ne les casse pas, il n'y a pas de validation de ce signal de vente. Ça veut dire qu'on peut très bien retourner sous les résistances, les casser éventuellement une nouvelle fois. Mais il va falloir se poser les bonnes questions. Et bon, j'espère que vous ne l'aviez pas encore vu, mais normalement vous auriez déjà dû voir et savoir de quoi je vais vous parler là tout de suite et pourquoi du coup je fais cette émission alors que le S&P ne bouge pas. Voilà, il n'y a qu'à voir sur le chart d'en haut à droite, ici, vous voyez le taux à 10 ans US qui perd 3%. Voilà. Donc là, il faut se poser des questions. Voilà, pourquoi les taux US partent à la baisse à 10 ans, je parle. Pourquoi le taux de 10 ans US part à la baisse c'est pas vraiment normal. C'est encore une fois, pas suivi par les taux courts que vous avez ici en violet. Donc une nouvelle fois, les taux longs s'effondrent, les taux courts ne suivent pas cette pente. Donc c'est toujours aplatissement de la courbe de taux. C'est très mauvais signe pour une tendance de long terme. Et donc on continue dans ce schéma-là où en gros on est en train de pricer des gains à court terme dont on sait qu'ils n'auront pas d'impact sur le long terme. En gros, on est toujours en train de pricer du pognon qui arrive dans le marché, mais qui ne relancera pas cette économie. Donc toujours sur, en gros, ce que je pense, c'est-à-dire qu'on tiendra encore 1 à 2 ans les marchés, si possible, le plus haut possible, aller tirer un max de gains, voire essayer de déclencher une bulle spéculative. Mais on sait très bien que derrière, on est à la fin du cycle économique. C'est pour ça que les taux sont plutôt en train de baisser. Sur le long terme, on ne mise pas sur une vraie croissance à 4% sur les 10 prochaines années, comme on voudrait nous le faire croire à Wall Street. Voilà, tout simplement parce que Wall Street n'y croit pas lui-même. Le marché de l'obligataire est le marché le plus liquide au monde. Le plus liquide, qui draine le plus de capitaux au monde. Donc voilà, par définition, s'il se passe des choses sur l'obligataire et que ça contredit complètement ce qui se passe sur le marché action, comme les volumes sont en train de chuter, sont en chute libre sur les marchés actions, on n'a plus de vol sur les dérivés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de contrats tradés durablement sur les dérivés. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus personne qui trade les dérivés, plus personne ne trade les futurs. Donc en fait, il ne se passe plus rien. Voilà, on s'échange des petits contrats à court terme, on fait mumuse en intraday, on essaie de trouver un pricing, mais cette mécanique, elle ne représente rien, puisque en fait, voilà, on est sur des zones de prix qui sont complètement contredites, enfin sur des mouvements qui durent depuis très longtemps et qui sont complètement contredits par d'autres marqueurs, alors que la hausse repose sur soi-disant une durabilité et une perspective de long terme. Voilà, en fait, on se rend compte que c'est que du pipeau, tout ça, si on regarde comment les investisseurs se positionnent. Voilà, en gros, vous avez un dollar qui chute, des rendements US qui chutent, c'est pas signal d'une économie en bonne santé, c'est plutôt c'est des signaux précurseurs d'une économie qui est en ralentissement. Rappelez-vous ce que je vous avais fait sur le cycle économique et le comportement des marchés au sein de ce cycle. Là, théoriquement, tout ce qu'on voit, c'est des signes d'aplatissement des signaux macroéconomiques, et donc théoriquement derrière, aplatissement de la courbe des gains sur les indices actions, et derrière, ça précédera un crack. Voilà, mais ça, je vous dis, ça prendra encore plusieurs années. L'inversion de la courbe de taux, c'est qu'une première brique dans le schéma qui nous amènera là aussi vers l'éclatement vers un cracounet, comme on avait dit, sur le marché action, au minimum, voire un vrai crack si on part vraiment dans une bulle spéculative, puisque jusqu'à preuve du contraire, on peut très bien lancer une vraie bulle spéculative sur les marchés actions. Jusqu'à présent, c'est toujours pas le cas. On est à la limite, comme je vous l'ai toujours dit, mais on n'est pas encore vraiment rentré dans la complète stratosphériquement débile méthode de pricing de la bulle. Mais on n'en est pas loin. Voilà. En gros, de toute façon, si les indices US là, sortent de cette conso par le haut, on peut rajouter encore 1% au-dessus du sommet, histoire de chasser encore des stops, d'essayer de trouver des vrais vendeurs.
Mais voilà, de toute façon, tant qu'on ne trouvera pas du volume sous une résistance et qu'on ne se mettra pas à casser des supports, vous ne pourrez pas savoir avec certitude que les vendeurs sont rentrés. Donc jusqu'à preuve du contraire, on pourrait rester dans ce schéma où en gros c'est impulsion sans conviction, mais on monte parce que personne veut vendre. On stabilise pendant 2-3 semaines, puis comme au bout d'un moment il y a tellement de cash partout qu'il faut bien l'investir quelque part, du coup on remonte une nouvelle fois sans savoir trop pourquoi, et petit à petit on rentrera dans cette phase de bulle où au final on aura tellement désespéré les vendeurs que il n'y aura plus de vendeurs, donc on montera les prix complètement stupidement, comme on le fait sur le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin vaut 15 000, 20 000 $, ça veut juste dire que personne ne vendait le Bitcoin, tout le monde était à l'achat, donc ça déséquilibre complètement le rapport de force. Vous avez une exponentiarisation de la valeur. Mais c'est une exponentiarisation du prix, pas de la vraie valeur. La valeur, elle vient d'échanges entre acheteurs et vendeurs. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre acheteurs et vendeurs qui se mette en place pour trouver la vraie valeur d'un actif. Comme je vous le dis, sur le Bitcoin, on n'a vu que les acheteurs. Et on pourra savoir le prix du Bitcoin quand on aura vu la phase, l'opposé, si vous voulez, le revers de la médaille de l'omniprésence acheteuse, c'est la panique et l'omniprésence vendeuse. Et quand on aura eu euphorie et panique, on pourra donner un prix au Bitcoin. Jusqu'à présent, on n'a qu'une phase de la pièce, et la deuxième, elle arrivera peut-être maintenant, ou dans une semaine, peut-être que dans un an, on ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, le cycle économique qu'on a aussi sur les marchés américains et sur les marchés actions en global, là, s'il devait shifter dans un vrai décalage où on n'aurait plus du tout de vendeurs dans le marché, on imprimerait des prix, mais des prix qui n'auront pas de valeur avant qu'on ait un crack, qui sera le revers de la médaille de cette phase d'euphorie débile qu'on aura derrière, qu'on pourrait avoir derrière. Voilà. Moi, je ne pense toujours pas qu'on soit dans ce schéma-là, je pense juste qu'on fausse un peu le timing et qu'on emmerde les vendeurs. Voilà, ça nous coûte des rollovers de rester à la vente, c'est un petit peu emmerdant. Pour ceux qui sont sur les futurs, ils sont obligés de reshorter à chaque nouvelle échéance. Voilà, bon, c'est un peu relou, mais on ne maîtrise jamais le timing dans le trading, une nouvelle fois, je vous le rappelle. Et on joue pas, on joue des risques rassurants. À l'instant, si vous êtes long sur les marchés américains, vous jouez soit du très court terme, et comme je vous dis, vous cherchez à jouer une impulsion, mais vous rentrez, vous sortez immédiatement. Vous ne jouez pas un swing à la hausse sur le marché action américain. Le seul swing possible, c'est à la baisse. Et maintenant, il réussit ou il ne réussit pas. Ça, comme je vous dis, c'est toujours pareil. Le trading, ce n'est pas du nostradamisme, c'est juste poser des stratégies et mettre un maximum de chances de son côté. Et après, une fois qu'on a abattu son jeu, on attend et on regarde ce qu'il y a dans la main des autres adversaires, c'est tout. Et de toute façon, ça décide. Vous pouvez avoir une main très forte, si en face de vous, vous avez des mecs ultra enfin 10 fois plus forts que vous, ils vous écraseront. Voilà, c'est comme ça. Donc pour l'instant, ça reste à la hausse, jusqu'à preuve du contraire. On cherche toujours des signaux vendeurs, on va le voir juste après, il y a un signal intéressant qui se met en place. Maintenant, si c'est pas validé, voilà, on pourrait s'enfoncer toujours un petit peu plus vers le bord du précipice avant de chuter dans la bulle. Voilà, après, si on rentre dans une vraie phase de bulle, il faudra plus trader ces marchés, ou alors les trader, comme je vous dis, en mode bulle, c'est-à-dire on réfléchit pas, on achète et on laisse faire. Jusqu'à ce qu'il y ait des vrais signaux baissiers, un peu comme on a eu sur le Bitcoin. Voilà, allez, ça c'était pour la phase donc d'introduction, remise encore des choses dans leur contexte. Sur le marché des devises, pour moi, ça reste assez disparate. Voilà. Ce qui me gêne un peu, c'est évidemment le yen qui baisse, mais ça c'est dû à la BOJ. Je vous dis, de toute façon, pour moi, là aussi, j'attends un swing sur le yen, mais ce swing ne se déclenchera que quand on déclenchera la phase de retour du risque sur les marchés actions américains. Et je vous dis, ça a une certaine inertie. Tous les catalyseurs haussiers sont passés, donc maintenant on peut bénéficier de l'inertie de ce momentum haussier dû à ces catalyseurs. Je ne vois pas franchement comment on pourrait rajouter 3-4% de valorisation sur les indices américains sans rentrer dans une bulle. Enfin, voilà. Et dans ce cas-là, on ira au-delà de ces 4%. Mais voilà, disons, allez, essayez d'aller chasser 1 ou 2% au-dessus du sommet au début de l'année, histoire de marquer le coup et de faire croire à tout le monde que 2018 sera une année purement haussière comme 2017. Mais c'est probablement tout ce qu'on pourra faire. Si on commence à attaquer 3-4% de hausse sur les marchés américains, il faut prendre des stops et laisser faire. Voilà, et ne plus toucher. Mais voilà, on peut s'attendre théoriquement à une phase de hausse supplémentaire, même si pour moi théoriquement elle n'a pas lieu d'être puisqu'on a bien un décompte de vague 1 ici, de vague 3 et une vague 5 ici qui se termine ici. Donc on a bien un bon décompte héliotiste, tout ce qu'il y a de plus classique avec une vague 1 ici, un pullback sur la 4 et on finit notre 5 ici. Donc là normalement on devrait retrouver une première vague 1 BCR qui devrait retourner chercher ce support, retourner chercher une résistance et ensuite on attaque des phases de correction un petit peu plus prononcées. Mais encore toujours, on ne se retournera pas de façon... on ne fera pas de... Voilà, on fera ça, puis on remontera, puis on rebaissera un peu plus, et on remontera, et on rebaissera un peu plus. Petit à petit, la tendance baissière devrait s'installer. Maintenant, je dis,
il faudra quand même une séance de bonne baisse pour marquer les esprits. Je pense que ce sera celle-là. Voilà. Mais comme je vous dis, une fois qu'on aura fait une bonne grosse baisse de 2-2,5%, il faudra absolument commencer à prendre des bénéfices. Il ne faudra pas espérer vous dire, ça y est, on a lâché 2%, donc on est parti pour en lâcher 7 en ligne droite. Voilà. Ça ne se passera pas comme ça. Ça a très très peu de probabilité que ça se passe comme ça. Bref, allez, donc on repasse sur les graphiques. Le Bitcoin, évidemment, on se le garde pour la fin, mais on va en parler. Mais j'en ai marre que tout tourne autour du Bitcoin en ce moment. Ça me gonfle un peu. C'est intéressant, hein, voilà. C'est intéressant, je ne peux pas le nier, mais voilà quoi. Il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Donc, allons-y, continuons. Donc, ce signal qui est en fait imprimé, c'est celui qu'on attend depuis très longtemps sur le marché américain, c'est-à-dire celui qui en fait marquera probablement la fin depuis ce breakout haussier. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est assez rare de voir ça. C'est un marché qui a donc breaké sur l'élection de Donald Trump, tenu la tendance. Ici, on n'a même pas fait de retracement. On aurait dû au moins revenir chercher un support ici. On ne le fait pas. Boum, on recasse, on installe une nouvelle tendance haussière. On vient terminer cette tendance ici, mais ici, même chose, on décide de ne pas baisser, rien à foutre, on continue de monter, on reste bullish, on va essayer de trouver un nouveau signal de vente ici, on revient vers le support, que dalle, rappelez-vous, Kim Jong-un, on prend un contre-pied, nouveau breakout haussier. Bon, voilà, on est rentré dans un schéma assez dangereux dans le sens où voilà, on a fait entre guillemets 3 breakouts haussiers, puisqu'on a donc installation de 3 schémas de tendance haussière, bull trend, bull trend, bull trend, sans jamais avoir consolidé plus de 3%, sans jamais être revenu tester un support. Normalement, quand on installe une tendance, on retrace une partie de cette tendance, puis on peut en installer une nouvelle. Là, on a complètement spoilé ces phases de retracement. Donc, on a créé un déséquilibre dans la structure de prix. Et à partir de là, je vous dis, il n'y a qu'une solution, c'est soit la marche en avant et l'exponentiarisation, c'est-à-dire il faut aller toujours plus haut, toujours plus loin, et ça veut dire rentrer dans une structure de type Ponzi, donc une structure qui n'est pas durable, qui s'effondrera de toute façon sur elle-même, tôt ou tard. Soit on est obligé de corriger cet excès, puisque tout ça, c'est un excès. Donc, soit on corrige tout ça, et on repart sur des bases solides, soit on corrige rien, et je vous dis, on rentre dans une phase exponentielle, mais il n'y a que la fuite en avant comme sortie pour empêcher un retracement. C'est-à-dire que soit vraiment on exponentialise tout ça et il n'y aura plus du tout de retracement, et ça va être complètement débile. Moi, j'y crois pas. Maintenant, on a encore un signal de vente, comme il y en a eu 4. Voilà. Ici, on pouvait vendre. Si on vendait ici, c'était logique. C'était les premières ventes que je prenais sur le S&P 500. Ici, on pouvait vendre. C'était logique. C'était les deuxièmes ventes que je prenais sur le S&P 500. Ici, c'était logique à la vente. C'était la troisième zone de vente que je vendais sur le S&P 500. Ici, il est logique de tenter les shorts. C'est la 4e fois. Est-ce que ce sera la bonne? Je n'en sais rien. Je ne connais pas les réponses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la 4e, que j'ai un signal de vente, que je n'achète pas les marchés américains. Donc, oui, évidemment, je prends cette vente, je prends ce signal de vente. Maintenant, voilà, il faut être prudent, il est marqué, il est bien validé au momentum, donc c'est un signal, tout ce qu'il y a de plus valide, tout comme l'était celui-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va chuter immédiatement comme on l'avait fait ici. Je pense que c'est ce qui a le plus de chances de se produire, c'est-à-dire que dès qu'on lâche ce support, on fait ça en ligne droite. Voilà. Je pense que c'est le minimum qu'on pourra faire, de lâcher au moins 60 pips, enfin allez, on va dire entre 50 et 80 pips sur le S&P 500. Donc ça veut dire voilà, faire une chute de 1, 2, 2,5%. Revenir chercher un écart type baissier à 20 périodes. Je pense que c'est ce qui a le plus de chances de se produire, mais on devrait normalement retrouver des supports dans cette zone de prix. Je pense. Voilà. Pour moi, c'est ce qui a le plus de chances de se produire, de retrouver des supports. Maintenant, voilà. Il faudra surveiller tout ça, mais je pense que là, il y a plus de chances qu'on fasse moins 2 qu'on fasse plus 2. Voilà. Mais après, on peut très bien faire plus 1, moins 3. C'est ça qu'il faut vous dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester souple. Il ne faut pas là rentrer immédiatement avec du levier dans le sens où on peut franchement aller un petit peu plus haut que ça. Voilà. Tout simplement parce que là, donc, on a cette phase de marché ici. Hop. On est bien donc ici sur une vague 1. Alors attendez que je refasse mon décompte. Vague 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Non, bon, je ne sais plus. Bon, enfin, moi je vais me baser plutôt sur cette extension-là. Alors on va aller chercher ici. Voilà. Donc ici on avait notre une du coup. Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Alors moi je dirais quand même c'est plutôt une ici. On va se fier à chaque fois à l'installation de la tendance. Donc je dirais une vague 1, une vague 3 qui se termine là du coup, et une 5e qui vient ici. Vous voyez, bull trend, vague 1. Ici, on viendrait donc chercher une 2, une toute petite 2, voilà, une 2 qui se fait complètement à plat en structure dynamique. Ici, on repart sur une phase de hausse, hop, qui se termine donc ici, et là, installation de notre vague 5. Donc ça nous ferait 1, 2, 3,
4, et là on cherche la 5. Voilà, donc ça veut dire des retracements complètement microscopiques à chaque fois, mais on reste dans un schéma haussier héliotiste qui se respecte. Voilà. Donc ça reste haussier. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, toujours dans une tendance haussière, on va avoir une phase de retracement, mais c'est tout ce qu'on pourra espérer. Maintenant, on fait comme toujours, quand on a identifié un possible schéma héliotiste, on essaie de trouver si ça correspond avec des niveaux Fibonacci. Voilà. Ça marche. Je ne peux pas faire plus simple. On a bien venu travailler ici le niveau 100%. Donc ce décompte, il a une récurrence en termes Fibonacci qui correspond avec des décomptes standards de ce qu'on obtient pour trouver une vague 5. Donc là, on est bien dans la zone d'activation d'une vague 5. On a le signal, il est confirmé au momentum, normalement, ici, il faut shorter, avec un stop au-dessus de ça. Donc c'est-à-dire que là, il faut se mettre un stop au-dessus de 2740. Voilà. Donc ça fait quand même un bon gros stop, hein. Ça fait voilà, 2,5% de stop. Donc ça veut dire que si on vend là, aujourd'hui, avec un levier 1, on risque 2,5% de perte, donc il faut viser au moins un retour au 23%, 5% de gain. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas vous amuser à faire des TP partiels sur les supports. Il faudra juste rabaisser vos stops, limiter votre risque. Voilà, moi je le verrai comme ça. Donc moi je vais attendre qu'on casse le support. Bon, j'ai déjà vendu hier, hein, je ne vous le cache pas, j'ai pris une vente. Je vais vous l'expliquer après sur quel signal je suis rentré. Mais voilà, donc je pris une vente hier, mais avec un levier 0,5, et j'attendrai qu'on confirme le signal de baisse pour pouvoir mettre un petit peu plus de levier. Mais pour l'instant, je reste donc en spéculatif, mais évidemment, je me repositionne sur le marché américain. Voilà, ce dit signal dont je vous parle, il est là. C'est donc parce qu'hier, on casse une tendance haussière. Je vous ai dit, jusqu'à preuve du contraire, on restait bullish. C'est-à-dire que le dernier signal que j'avais, moi, de valide sur sine wave et momentum, en horaire, c'était un signal de hausse, ici, avec donc la survente et le signal bullish. Donc c'est un signal momentum plus sine wave, c'est donc un signal haussier. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on pouvait revenir chercher des résistances ou se repositionner sur des prix un petit peu plus hauts tant qu'on ne cassait pas, voilà, tant qu'on ne faisait pas de break baissier. Voilà. Hier, on a fait break baissier, donc moi je suis rentré au pullback sur l'oblique hier à 2680. Voilà. Donc pour moi, ça me semble être un bon prix. Aujourd'hui, on poursuit un petit peu plus haut, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne refranchit pas une oblique baissière, je ne vois pas d'inquiétude dans le schéma. Donc je dirais que là, tant qu'on reste sous ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, si on revenait à casser ça par le haut et se diriger vers la résistance, je commencerai sérieusement à me poser des questions. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait une fausse sortie baissière, qu'on fait un double bottom sur le support. Et si on se redirige vers la résistance, c'est une probabilité qu'elle casse. Donc je prendrai un stop ici. C'est pour ça que j'ai mis un levier 0,5. Et dans ce cas-là, j'attendrai qu'on vienne chercher le niveau technique Fibonacci, 2727,28, pour ici, éventuellement, retenter un short sur un niveau technique si j'ai des signaux en horaire. Voilà. Mais là, a priori, je suis dans ma zone d'activation daily, j'ai le signal daily, j'attendais juste un signal horaire pour me positionner. On était boule contre bear, on casse le boule, donc pour moi, c'est qu'on se dirige au sud. Voilà. Maintenant, on a la target sine wave qui est ici. Il faut aller chercher ce prix. Voilà. C'est-à-dire que là, normalement, il n'y a pas d'installation d'un signal baissier et d'une tendance baissière tant qu'on ne va pas chercher 2667 et qu'on ne bascule pas sous ce prix. Il faut basculer sous ce prix. Voilà. Voilà un peu le schéma. Donc, je pense qu'on peut y aller sur les marchés américains, mais il faut y aller doucement, parce que jusqu'à preuve du contraire, 2,5% de stop, vous ne pouvez pas mettre un levier supérieur à 1, sinon c'est se positionner avec beaucoup trop de risques face à une tendance haussière. Je vous le rappelle que c'est jouer un correctif, donc ce n'est pas dans un correctif qu'on fait une perf de ouf. Je vous dis, c'est une erreur que j'ai faite au courant de cette année, et je m'en mords encore les doigts d'avoir bouffé des grosses pertes à cause d'un trading beaucoup trop agressif contre la tendance. Voilà. C'est clair, la tendance elle est haussière, je le sais, je n'ai jamais remis ça en cause, mais j'ai été beaucoup trop agressif contre cette tendance. Voilà. Bref, et évidemment, en plus, du coup, cette tendance a été, en plus, des plus... historiquement, on est sur quelque chose de complètement foufou. Hein. Voilà. Ça arrive très rarement qu'on ait ce genre de tendance, sauf quand on a des catalyseurs de fonds macroéconomiques comme un QE ou des trucs comme ça, chose qu'on n'a plus du tout sur les marchés américains. Donc c'est complètement illogique ce qui se passe maintenant, et donc l'illogisme et les décorrélations sont toujours historiquement rattrapés de façon un petit peu brutale, un peu brutale, c'est-à-dire que la correction, elle ne se fera pas sans à-coups. Voilà, il y aura des à-coups dans cette correction, je vous l'ai dit, ça c'est quasi certain. Maintenant, je veux dire, on ne maîtrise jamais ce timing et on ne maîtrise pas non plus le côté de l'incertitude et de l'invalidation possible du fait qu'on puisse avoir un marché qui s'enferme dans une bulle. Et s'il s'enferme dans la bulle, il va vous rajouter 15-20% de valorisation et il est hors de question de tenir un stop de 15-20%. Voilà. Enfin, de tenir 15-20% de perte latente, même si, je vous dis, à horizon 2 ans, si vous vendez maintenant, je suis sûr que vous tirez un gain. Je mets pas du tout j'ai pas de doute là-dessus. Si vous vendez aujourd'hui, mais que vous vendez avec un horizon de temps de trading de 12 à 26 mois, je dirais, pour moi, c'est sûr que vous prendrez un gain à la vente. Maintenant, voilà, je vous dis, est-ce que c'est pas plus judicieux d'accepter de bouffer quelques petits stops et de lâcher à coup de 0,5, 1%
et de vendre le vrai sommet de marché de la bulle si on s'enferme dans cette bulle, pour avoir du coup beaucoup plus de gains derrière. Moi, ça me semble plus logique de se positionner comme ça. Je préfère accepter de prendre des petites pertes aujourd'hui si j'ai sous dans mon choix de scénario. Mais évidemment, ne vous inquiétez pas, s'il y a une baisse dans un an ou deux, je serai dedans, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Je ne fais pas partie des gens qui vont retourner leur chemise et qui ont vendu aujourd'hui et qui, quand on sera au sommet de la bulle, diront qu'il maintenant il faut acheter. Voilà, ce n'est pas du tout mon approche de marché. Mais ça, j'espère que vous le savez quand même. Allez, on finit sur le Bitcoin. Pardon, on va faire un tour des autres actifs. Avant, donc le DAX, voilà, rien à dire, il ne se passe rien, c'est tout lié aux US. Donc voilà. Dernier signal, ça reste un signal bearish confirmé au momentum. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt les supports qui ont des chances de céder. Donc je ne traite clairement pas à l'achat sur le DAX, mais je ne le traite pas du tout. De toute façon, comment voulez-vous trader un truc pareil? Donc voilà, rien à faire sur les indices européens. On va regarder le Hang Seng parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, moi je me suis positionné vendeur de Hang Seng et ça ne se passe pas très très bien. Moi je me suis positionné à l'intérieur de cette zone-là, donc là sur le 76%, sur le signal exit. Je suis en train de me faire gaper à la hausse et poursuivre dans un momentum haussier. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai une vague haussière, une deuxième. Donc on reste sur une structure de type retracement technique. Donc encore une fois, rappelez-vous, on est toujours dans la zone d'un trading neuneux potentiel. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de quoi stresser et se tendre le slip. On est bien dans une zone d'activation à la baisse en daily. Et on est bien dans un cycle baissier, puisque le dernier signal est un cycle de TP qui n'a pas été dépassé. Donc jusqu'à preuve du contraire, on reste sous le joug de ce signal de TP. C'est juste qu'il est décalé dans le timing. Sine wave, il ne maîtrise pas parfaitement tout. Mais voilà, là, il vous dit qu'il y a normalement, c'est les prises de profit qui doivent dominer dans ce marché. Donc on est toujours dans une phase où ça a plutôt la forme d'une impulsion baissière et ça a la forme d'un retracement. Tant qu'on ne vient pas dépasser 29 000, allez, on va dire 30 000. Je dirais que si on arrive à repasser 30 000, il faut clairement commencer à déclencher des invalidations sur le Hang Seng. Maintenant, pour l'instant, moi, je reste à la baisse. J'ai un signal. J'attends juste maintenant qu'on ait des signaux plus agressifs à la baisse pour renvoyer du levier. Vous l'avez compris, toujours pareil. Moi, je vous ai dit, zone de trading neuneux. On a fait le premier rejet baissier, l'activation. Ah bon, ici, on n'est pas revenu chercher la... Ah, pardon. Voilà, c'est que j'ai mal fait mon travail. Sinon, voilà. Hop. On revient donc ici. Normalement, on aurait dû revenir tester ce support un peu plus bas. Mais bon, on est dans la zone d'un trading neuneux. Hop. On voit bien que le niveau 61 a eu sa réaction, joue son rôle, que le niveau 38.2 a joué son rôle aussi. Donc on est bien ici dans l'identification où la plupart des traders ont placé leur niveau de retracement Fibo ici. Maintenant, on aurait dû trouver une réaction à 76.4. On poursuit un peu aujourd'hui. Soit on va chercher plus haut, soit on retombe. Mais dès qu'on retombe, ce niveau-là ne fera pas support. Pas cette fois-là. Rappelez-vous, trading neuneux, c'est on va chercher une borne, on la valide, on tape l'autre borne, on peut vendre la borne, et ensuite on ne touche plus. C'est-à-dire ici, on ne rachète pas. Après, une fois qu'on aura si on réagit à la baisse dans cette zone-là, je pense que ça a franchement 90% de chances de se produire. Donc si le Hang Seng se replie, derrière, il ne faut plus chercher à acheter cette zone-là, ni chercher à vendre ça. C'est-à-dire que là, on vend ici, on fout un stop au-dessus du sommet, et si ça réagit, on laisse faire. Et après, on passe full leverage au moment où on vient casser la zone basse et où on sort du range. Ici, c'est l'endroit où on passe full leverage. C'est là où vous pouvez rentrer si vous voulez trader avec un faible risque. Vous attendez qu'on réagisse dans cette zone-là. Vous ne rentrez pas agressivement vendeur ici et vous rentrez avec un levier plein ici et un stop au-dessus du sommet qu'on aura matérialisé. Et vous vendrez la vague 2, vendrez la vague 3. C'est-à-dire ça, si c'est une vague 1 et qu'on fait qu'un retracement de vague 2, vous attendrez qu'on la valide et c'est à ce point-là que vous validerez l'entrée et la validation de la vague 3 et vous rentrerez pour jouer la phase tendancielle qui vous amènera de là à là. Mais évidemment, vous prendrez 2 fois moins de gains que moi qui aurais vendu tout en haut. Voilà. Toujours pareil, je prends plus de risques, j'aurai plus de gains. Voilà. Ça, je vous l'ai expliqué des millions de fois, j'espère que vous avez intégré ce concept. On ne prend pas du risque pour avoir l'air plus intelligent que les autres, c'est tout simplement parce que plus de risques égale plus de gains. Voilà, ça c'était pour la partie chinoise, donc évidemment je reste à la vente sur le Hang Seng, pas d'inquiétude là-dessus. Je reste également à l'achat sur le VIX, pas de souci là aussi, hein. Donc là j'ai payé un bon prix je crois sur le VIX, hein. Je suis quand même à 9,6 il me semble ou un truc comme ça. Donc je suis à un bon prix sur le VIX maintenant, j'attends même chose, hein. Donc voilà, le jour où les US commenceront à lâcher une séance à moins 2, moins 3%, le VIX va exploser au-dessus des 15 et forcément derrière je serai beaucoup plus serein. Pour l'instant on est toujours dans la phase spéculative, le marché ne donne toujours pas de timing. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le moment de se surexposer. Mais voilà, on est dans un cycle bullish, même chose, validé sur ce petit point de survente au momentum, qui est en plus une bougie qui n'a jamais été clôturée, enfin n'a jamais réussi à reclôturer sous cette bougie. Donc jusqu'à preuve du contraire, le signal bullish est tout ce qu'il y a de plus valide. Il y a bien une invalidation si on va casser plus bas que les... si on fait une clôture sous 9,2, il y a invalidation.
Pour l'instant, on est repassé au-dessus de 10. J'ai envie de dire les marchés américains ont plutôt une chance de partir à la baisse. Donc voilà, on est toujours au sein d'un cycle haussier. Maintenant, si ce cycle haussier repart à la baisse, c'est chasse du stop, retour sous les 8,5 ou 8 ou je ne sais pas combien on peut aller sur la vol et potentiellement l'entrée dans une phase de bulle. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans un cycle haussier avec un momentum haussier, des signaux haussiers. On doit franchir des résistances. Si on ne franchit pas des résistances, vraiment, je serais surpris de tout ça, mais comme je vous dis, cette année m'a surpris dans son ensemble, donc est-ce qu'on ne va pas continuer un petit peu dans cette inertie crétine au début de l'année 2017, histoire de faire chier le monde, 18, pardon, c'est tout à fait envisageable. Le Bund, ça repart à la baisse, c'est tout bon, hein, voilà, donc pardon, ça repart à la baisse. On est en train de marquer un signal bullish, donc on va revenir, je pense, tester au moins le 162,50. Donc on initie la phase de retracement, on casse un cycle bullish, on n'arrive pas non plus à installer une tendance haussière, hein, d'accord. Donc il n'y a pas d'euphorie là-dedans, hein, il ne faut pas du tout se dire qu'on est contre la tendance. La tendance, elle est bien baissière et elle s'est très largement installée à la baisse, donc no stress, on a raison d'être à la vente. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est trop tôt pour se mettre break-even, et moi j'ai pris un premier profit partiel ici, tout en bas, hein, je vous l'ai dit, sur le niveau technique, c'était l'objectif, de venir faire un TP1 ici. J'ai pris que 25%, donc il me reste 25% d'un levier 1 à revendre. Voilà. Et je vais les revendre, donc soit ici si j'ai des signaux de vente, c'est-à-dire on a fait une première phase de hausse, rappelez-vous, on ne vend jamais une phase de hausse, on vend toujours un repli en 2 temps. Donc je pense qu'on fait un premier temps de hausse, on va reconsolider un nouveau coup ici à 161,70, puis on va remonter une deuxième fois, probablement pour revenir chercher nos 162,50. Si après 2 vagues de hausse, on reste sous 162,50, je remets les 0,25, voire peut-être 0,5 pour m'exposer un petit peu plus, et je joue une vague 3. C'est-à-dire que ça, vague 1, on retrace en vague 2, je pense qu'on peut remonter voilà, ici, voire éventuellement un petit peu plus haut, jouer même chose, un trading neuneux, hein, toujours pareil. Donc là, vous prenez le dernier sommet, le bottom. Vous dites que là, on a neutralisé la tendance baissière en cassant ce cycle bearish. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, si on s'amuse, on peut remonter théoriquement voilà, jusqu'à maxi 163,17. Ça me paraît injouable. Donc moi, je dirais qu'on a une zone de vente entre 162,50 et 162,80 avec des signaux là-dedans. Je remets mon levier à la vente pour repasser full leverage short sur le Bund. Et évidemment, encore une fois, si vous voulez trader en mode faible risque, vous attendez qu'on vienne tester ces résistances, qu'on ait bien 2 vagues de conso visibles, et vous reshortez quand on franchit cette zone-là par le sud. C'est-à-dire que pour un trader faible risque, c'est dans cette zone-là, en cassure baissière, que vous jouez à la baisse pour jouer la vague 3 et les poursuites baissières. Voilà. Okay, donc avec un petit TP1 ici, et vous visez derrière, si possible, la cassure. Puisque donc, rappelez-vous, dans cette zone de trading neuneux, là, ici, on a déjà fait le premier pullback baissier, on revend cette zone-là, donc cette zone-là, on peut la franchir à la baisse. Voilà, il faut plus la jouer en tant que support, il faut la jouer en tant que prise de profit partiel, mais c'est tout. Voilà. C'est-à-dire, on sécurise les trades ici, où on laisse filer et tout simplement on abaisse le stop. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. J'ai déjà pris un TP partiel ici, j'en reprendrai pas un là. Donc là, moi, je vais remettre le levier à la vente dans cette zone-là, celle que je vous ai dit, et ici, je passe levier 2 à la baisse, ici, et j'abaisse mon stop. C'est-à-dire que je revendrai ici, du coup, j'aurai un prix de revient unitaire à peu près ici, et je mettrai mon stop ici. Si on casse cette zone-là, derrière, il est hors de question qu'on remonte à 162,50. Sinon, c'est que mon scénario est invalidé. 162,50 sur un Bund, c'est 0,35. Si on casse 0,44, on n'a plus rien à foutre à 0,35. Voilà, ça veut dire qu'on se dirige à terme vers 0,5, 0,6, plus que 0,35. Donc normalement, si on casse, on ne doit plus revenir. Bref, pour l'instant, on est bien bear contre bull, donc on peut avoir une phase de retracement. Donc il était logique de prendre un profit partiel, mais vous voyez que ce signal-là, il n'est pas validé au momentum, donc c'est très probablement qu'un retracement. Et ici, c'est donc juste un signal de prise de profit partiel à réaliser pour sécuriser, prendre un peu de cash, revendre à meilleur prix. Mais ça reste vendeur, ce signal-là, on pourra le jouer en accélération baissière quand on le cassera, puisqu'il n'est pas confirmé par un signal de momentum. L'US Oil, on arrive sur les $60, donc on arrive sur la fin de la tendance, hein, je pense. D'ailleurs, il faudra que j'aille regarder pourquoi Sinewave n'a pas mis un support ici. Là, normalement, il aurait dû trouver un niveau de support. Donc c'est toujours pareil, hein, je suis en phase de bêta, hein, donc j'améliore toujours un petit peu l'algo. Mais là, il y a bien une phase de pullback identifiable, on le voit bien. Sinewave est bien repassé en fin de zone en fin de cycle baissier. Donc là, on a joué un bon cycle baissier, un cycle de repli. On est bien revenu chercher un support. Donc là, normalement, il doit y avoir le signal boule. Donc ici, on chercherait plutôt un signal TP. On voit bien que la vol à 50 périodes est en train de se réduire. Donc j'ai envie de dire, on vient chercher nos 60-22, comme on l'avait plus ou moins envisagé. D'ailleurs, vous le voyez là. Break, boule, on vient chercher un TP end ici, ou exit.
Derrière, je pense repli et il faut sortir. Donc si vous êtes à l'achat sur le pétrole, je pense qu'il y a un TP total ou au moins 75% à réaliser dans la zone des 60 et quelques. Évidemment, on peut tirer un petit peu plus si vous voulez jusqu'à 62,30, mais là, il faut être dans la phase. Enfin, moi, je serais, s'il y avait toujours des achats, je serais dans la phase où là, je serais clairement en train de regarder et de placer mes niveaux de limite pour être exécuté en sortie de trade acheteur. Voilà. Mais c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Voilà, l'XAUSD, ça y est, on est en train de franchir des résistances, donc on s'arrête même pas du tout ici, on a un gap haussier, on se dirige comme prévu vers les 1300 $ l'once, on est sur un écart type 20 périodes ici qui est en train de s'écarter, donc je pense qu'on peut avoir un petit léger pullback éventuellement, mais à mon avis on est parti donc pour baiser les 1300, on a un beau signal exit ici, validé au momentum. Donc exit, ça ouvre la possibilité du V-bottom. Donc à mon avis, il y a tout ce qui est possible pour faire un V-bottom. On peut oublier le trading neuneux ici. Je pense qu'il faut rester à l'achat sur le gold. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pris un profit partiel. Je remettrai ce levier à l'achat si on se replie vers des niveaux de support. Je note cette oblique qui est assez nette, c'est-à-dire qu'en plus, on l'a regapé à la hausse. Donc je pense qu'on peut revenir ici, la tester, clôturer le gap, retrouver un support sur cette oblique avant de repartir haussier. Donc c'est sur cette zone-là éventuellement que je remettrai mon levier à l'achat. Sinon, je laisse filer tout simplement. Je vous dis, ce machin, ça peut être une rocket mode et on peut très bien là empiler 10-12% sans problème en ligne droite, comme on l'avait fait un peu là. Voilà, on peut très bien assister à ce genre de truc ici. Pour moi, maintenant, le momentum est acheteur. Il y a un signal d'achat sine wave plus momentum et je ne cherche pas à me mettre en face. Regardez ce gros machin comme ça. On passe de la survente au surachat. C'est typique d'un marché qui va vous faire un V-bottom, surtout quand en plus vous avez un signal exit. Donc il faut rester à l'achat sur l'XAUSD, remonter ses stops, prendre des petits profits partiels, mais il faut clairement rester exposé à l'achat. Le N-Gaz, ça se passe très très bien là aussi. Le signal d'achat qui est en train de se valider. Donc comme je vous l'ai tweeté ce matin, moi je remonte mon stop sous le bottom. Donc j'ai maintenant un niveau d'invalidation très faible. Je suis rentré par là vers 2,70. J'ai un stop sous 2,55 et je laisse filer très 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 loin jusqu'à l'échéance du contrat. Ou en tout cas je ne prends pas de profit partiel tant qu'on n'est pas réalisé la zone de cassure au-dessus des 3,20. C'est-à-dire que là je ne joue pas le trading neuneux. Je pense qu'on est en train de rentrer dans une phase acheteuse. On est dans un signal bullish ici qui n'avait pas été validé, qui est donc validé ici. C'est-à-dire qu'en fait, comme toujours, dans sine wave et momentum, c'est un couple. Et vous avez une forte conviction, une très forte probabilité que le trade fonctionne quand vous avez les deux ensemble. Casser un cycle bullish, tant qu'il n'y a pas écrit breakout, c'est que ça reste bullish. C'est juste qu'on peut étendre ce cycle jusqu'au report sine wave. Mais vous voyez que c'est pour ça que je vous mets la ligne en bleu. Je vous l'ai dit, quand il y a un break, cette ligne elle est en grise parce que c'est un objectif, mais qu'elle ne freinera pas les prix et qu'ils peuvent aller plus loin. Quand on casse un cycle bullish, jusqu'à preuve du contraire, on reste bull et on pourra trouver même un support théorique au report d'amplitude sine wave, mais c'est tout. Si on retrouve des signaux d'achat au-dessus, ça reste d'autant plus bullish. Et si on ne va pas chercher la target, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on repasse au-dessus du niveau du précédent cycle bullish. On a juste survendu le momentum. Et à partir du moment où on l'a survendu, les prix n'ont plus jamais réussi à passer en dessous. Donc à partir du moment où on a survendu, la baisse s'est arrêtée. Donc c'est que jusqu'à preuve du contraire, on reste sous le joug du signal bullish qui a juste été confirmé par un petit excès de momentum. Pour moi, maintenant, on part tout au nord. Et voilà, soit on fait un petit trading neuneux, donc moi, il y aura un petit partiel éventuel ici, 25% de la position, c'est tout. Et pour racheter si on se replie sur un support, mais pour moi, on se dirige maintenant vers les 3,20 et on les casse. Ça, c'était purement un excès baissier, un petit piège, parce qu'on avait été un peu agressif ici. Bon, voilà, le marché nous a dit que l'agressivité, c'était pas le plus judicieux, voilà. Bon, du coup, ça m'a coûté un petit stop sur une échéance. À cause de l'échéance, évidemment, j'aurais pas pris cette perte si j'avais pas eu l'échéance. Mais j'y rachète immédiatement dès cette nouvelle échéance. Et je vous dis, je tire jusqu'à l'échéance ou jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais je mets pas de limite sur ce marché tant qu'on n'est pas à 3,75. Voilà. Et tout ce qui se passera entre-temps, ce sera que des ajustements et des remontées de stop ou des petits profits partiels de l'ordre de 25% de la position pour mieux revendre en dessous. Voilà. L'euro-dollar, c'est en train de monter, hein, voilà. Donc là, je pense que on est en invalidation de mon scénario sur la partie euro, sauf si évidemment, je vous dis, les marchés US commencent à invalider tout ça. Donc on va voir ce qu'il en est de la clôture aujourd'hui. Mais en soi, si on a donc des marchés européens qui baissent et des marchés américains qui montent, forcément, on sera obligé de taper sur l'euro-dollar avec une appréciation de l'euro face au dollar. Donc ce sera à l'envers de ce que moi j'anticipe.
Mais après, il faut être pragmatique. Sur le paire euro-dollar, on est bien momentum haussier, sine wave haussier. Théoriquement, on peut franchir des résistances. Donc voilà, moi ce qui me gêne, c'est que je suis investi à l'euro, pas face au dollar, face au yen. Mais je suis gêné par donc d'un côté cet euro qui sert de monnaie d'échange, entre guillemets, pour toujours emmerder les Américains, c'est-à-dire que les Américains nous cassent les couilles avec l'euro parce que comme ils veulent pas baisser, du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de l'euro et ils vendent leur dollar pour faire en sorte de ne pas corriger, voilà, pour rendre le marché américain toujours plus attractif en faisant baisser le dollar par rapport à l'euro et attirer les capitaux. Donc après, soit cette mécanique-là marche et ils arrivent du coup à essayer de nous tirer petit à petit un pas après l'autre vers la bulle de marché spéculatif sur les marchés américains, bulle qui ne sera pas suivie par les marchés européens, du coup, puisqu'on aura un euro-dollar qui va s'envoler, 1,25 et compagnie. Ou alors, ils prennent un peu tout le monde pour des cons, on n'arrive pas à franchir la résistance, on invalide cette cassure d'oblique baissière, on se replie très violemment, cette fois en direction des 1,14, les marchés américains chutent en ligne droite, les marchés européens se soutiennent sans trop de mal, c'est-à-dire on vend pas trop fortement les marchés européens, mais par contre on fout une bonne claque au marché américain, l'euro-dollar s'effondre, et dans ce cas-là, je vous dis, le yen va exploser, l'euro va forcément retracer par rapport au dollar, et dans ce cas-là, j'aurai un gros gain à prendre sur l'euro-yen. Évidemment, je vous dis, l'invalidation, c'est le fait qu'on rentre dans la bulle, parce que du coup, le yen sera complètement vendu, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de toute perception du risque dans la phase de bulle, et en plus, du coup, on aura le double effet qui se coule à l'envers pour moi, c'est-à-dire qu'en plus, on aura un euro qui va exploser. Donc l'euro-yen, je vous l'ai dit, si ça échoue au niveau de la résistance, il faut sortir. Je vais vous matérialiser ce niveau. Mais voilà, théoriquement, pour moi, l'euro-yen, s'il y a sortie haussière ici, il faut accepter de prendre son stop. Il faut vraiment accepter de le faire, quitte à revendre plus haut. C'est-à-dire que là, si on break bien ce cycle bear, théoriquement, on peut remonter jusque-là. Et ici, on verra si on a des signaux de vente. Mais théoriquement, après une conso comme ça, moi, je chercherai plus trop de ventes sur l'euro-yen avant un bon moment. Et je vous dis, pour moi, ce sera un marqueur absolument infaillible de l'entrée ou non dans une phase de bulle du marché américain. Parce que s'ils rentrent dans une bulle, ce seront les seuls. C'est-à-dire qu'ils vont s'enfermer dans leur truc de on trade Wall Street uniquement à la hausse parce que Donald Trump va... Je sais pas, parce qu'on peut toujours trouver des catalyseurs. Il suffit qu'en début d'année, Donald Trump nous présente encore un plan d'infrastructure complètement astronomique qui va foutre la dette US au plafond. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien joli, mais Trump, il fait quoi? Il dépense du pognon dans des trucs qui ne rapporteront rien, puisque je vous dis, on aura très probablement une phase récessive dans les 2 prochaines années. Donc, il dépense du pognon en fin de cycle économique, ça sert à rien. Voilà, c'est débile, mais le marché, comme je vous dis, le paye quand même, le prend au mot, mais on voit bien que le marché ne paye pas les taux longs, donc le marché ne paye pas le début d'un nouveau cycle économique. Le marché paye bien les conneries que... En fait, les marchés disent ok, tu veux dépenser du pognon, on va le prendre, mais on n'investira pas à long terme dans l'économie. On sait très bien que ça va se péter la gueule, quoi. Bref, voilà, ça c'est ma vision du truc. Donc le yen, l'USD yen, vous avez compris, c'est la gestion liée de mon scénario entre euro-dollar et euro-yen. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi l'euro-yen. Ce sera soit le meilleur choix, soit le pire choix. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, je choisis toujours le plus risqué. Donc voilà, je prendrai un très gros gain si ça part. Par contre, je vais prendre, c'est là où là où ce sera le plus impulsif à la hausse si je me rate. Voilà. Et comme je vous dis, j'ai pas la science infuse. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, je ne sais pas. What else? Le GBP, je m'en cogne, c'est pas intéressant. La UDNZD, toujours, j'attends le décollage. On est en train de se positionner sous l'oblique. On est toujours là aussi dans un signal haussier sur sine wave et momentum. Donc là, il ne faut pas installer ce cycle bearish. Il faut que le marché, nous fasse une grosse extraction haussière. Là, j'attends de toute façon une décorrélation nette euro... pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les catalyseurs de marché. C'est où? Events. Show Economic Events. Voilà. Hop. And Events Break. Non, on peut les mettre. Voilà. Donc dans les prochains catalyseurs, j'essaie de voir si on a vraiment quelque chose qui pourrait permettre une décorrélation plus forte. J'ai pas l'impression, il nous faudrait un gros catalyseur, voilà, vous voyez, un truc de ce style, qui soit payé, c'est-à-dire il suffit, maintenant on ne veut qu'un prétexte, voilà, pour que je pense sortir de ce canal et remarquer une nouvelle phase de hausse. On n'a pas réussi à casser le support ici, on est juste revenu chercher du soutien sur ce support bullish. Maintenant, voilà, je pense que le marché, il peut vraiment exploser, mais il lui faut une raison de le faire. Je pense qu'avec un catalyseur, on peut s'enfoncer direct avec une bonne hausse de 1%. Là, d'un coup, on met tout le monde d'accord, on vient chercher la résistance suivante. Et derrière, on sera beaucoup plus tranquille sur le directionnel
sur la reprise haussière de notre AUD-NZD. Mais là, pour l'instant, si on se remet à baisser, moi je pense qu'il faut déclencher des stops. Voilà. C'est-à-dire que moi, je reprendrai du cash sur l'AUD-NZD, toujours en très large gain, mais je limiterai mon exposition à l'achat si on devait valider ce cycle bearish avec en plus un signal momentum. Ok ? Voilà ce que j'ai à vous dire en l'état. What else? Le Bitcoin, oui, voilà, on va finir sur le Bitcoin et on va parler un peu des actions américaines derrière. Et ce sera la dernière émission avant 2018. Hein. Après, on ne se reverra pas. Je ne ferai pas d'émission demain, à moins qu'il y ait vraiment un gros cataclysme type effondrement de Bitcoin ou autre. Non, le Bitcoin, on va se le garder pour la fin. Ça me gonfle, donc je vais le garder vraiment pour la fin. Donc voilà, Apple qui ne parvient pas à clôturer son gap. Pour moi, c'est le signal du moment. Là, c'est donc momentum et sine wave en TP. Après, autant vous dire que voilà, après une phase de hausse comme ça, si on trouve des prises de profit ici, c'est repli direct vers ce support. On le casse probablement pour aller chercher le suivant ensuite. Donc en gros, ici, probablement un petit repli haussier, puis on va chercher les supports suivants. Pour moi, c'est baissier. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est du pur excès. On n'arrive pas à installer un momentum plus haussier, donc ça échoue sur Apple. Les sales choses vont commencer à arriver. Les moyennes de prix sont bien revenues sur 200 périodes. Donc on va pouvoir initier des breakouts baissiers à terme. Donc déjà, on dégrade la tendance haussière. On ramène vraiment une sensation de neutralité. Et je vous dis, si derrière ça chie sur Apple, j'hésiterai pas à en remettre une grosse cartouche. Je ne vous l'ai jamais caché, Apple, j'ai une très nette conviction baissière, alors même que tout le monde est complètement stupidement haussier et débilement envoûté par la connerie d'Apple. Moi, je vous l'ai dit et je le maintiens depuis toujours, l'iPhone X est une grosse bouse. Ça va leur foutre en l'air leur part de marché. Ils se font grignoter petit à petit, soit par les constructeurs chinois, soit par Samsung. Donc pour moi, Apple, à terme, c'est un manque d'innovation. Et le manque d'innovation, petit à petit, ça commence à peser sur la capitalisation, surtout quand on est assez cher, comme Apple, et ce genre de choses. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros danger à moyen terme sur Apple, de perdre au moins 30% de la capi. Donc, évidemment, je me positionne à la vente sur Apple. Je ne vous l'ai pas caché. Oui, c'est agressif. Non, j'ai pas peur. Et je suis patient. Je tiens toujours mes ventes qui sont à 161,81 et on est monté à 177 et j'ai pas stressé plus que ça. Je sais que j'aurai un gain sur Apple, j'en ai aucun doute. C'est qu'une question de timing. C'est pas parce que les investisseurs pensent que c'est toujours une bonne affaire d'acheter du Apple que ça va pas se dégrader. Je me suis juste trompé sur le timing, mais je vous dis, ça commence déjà à chier un peu dans la colle sur les ventes d'iPhone X. Vous allez voir quand ces choses-là vont commencer à se confirmer, les prises de bénéfices, elles vont faire mal. Hein. Et là, en plus, on a des signaux de prise de bénéfices, donc voilà, moi l'un dans l'autre, des mauvaises statistiques, enfin une mauvaise presse qui commence à arriver, des signaux de prise de bénéfices, ça c'est double effet qui se coule qui peut faire très mal sur un actif qui est très 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 largement suracheté. Tesla, même chose, ça va repartir à la baisse. C'est déjà bien reparti à la baisse. Hein, donc moi j'ai revendu là-haut. Comme d'hab, je ne vous l'ai pas caché. Hein. Vous êtes nombreux des fois à me reprocher mes erreurs sur les marchés américains et compagnie. Soyez aussi là pour rappeler les choses qui se passent bien. Hein. Je me prends quand même 7% de PV sur Tesla après en avoir déjà encaissé plus de 20 ici. Hein. Donc voilà, hein, je continue dans la baisse. Là, ça fonctionne très bien. Apple, je vous dis, j'ai la conviction là aussi que ça finira par payer. Donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de stress là-dessus. Nvidia, même chose. Hein, pris un très très beau gain sur cette première phase de baisse et je vais en recoller une bientôt. J'attends simplement qu'il finisse cette deuxième phase de hausse. Je pense qu'on peut aller éventuellement un petit peu plus haut que ça, mais on a quand même un signal exit ici. Il est validé au momentum. Allez, voilà, je vous le donne là tout de suite en 1000. Nvidia, je repasse vendeur. Voilà. Nvidia, je recolle les 25% que j'ai vendus ici, que j'ai racheté ici. Je vais les revendre ici. Je mets un stop au-dessus du niveau de breakout pour ce renfort. Je reste break-even sur le niveau d'entrée. Donc voilà, là je remets la cartouche sur Nvidia. Je joue donc la poursuite vers ce niveau de support, là, ici. Voire peut-être un petit enfoncement un petit peu plus loin. On verra. Peut-être plus si affinité. Je regarderai comment ça se produira à la baisse. Mais là, c'est clair. Moi, j'ai un signal de vente. Je le prends. Voilà. Il peut y avoir encore un petit excès parce que sur le signal daily, c'est pas encore confirmé au momentum. Donc, je dirais que ça peut encore monter au-dessus. C'est pour ça qu'il faut quand même garder un stop sur le renfort. Maintenant, je vous dis, je vois difficilement comment on pourrait se glisser au-dessus du niveau de breakout ici, qui a bien été suivi, et qui a bien joué son schéma. Breakout, poussé à la divergence, reprise baissière, ex-sortie ici. Donc voilà, moi je pense que c'était la chose à faire. Il fallait bien jouer ce breakout baissier. C'était la partie spéculative. Le prochain breakout baissier, c'est la partie tendancielle. Voilà. Donc ça peut ici éventuellement être tendanciel. Donc moi je sécuriserai si j'ai des signaux alarmants qui pourraient m'inviter à une remontée, qui pourraient m'offrir de meilleurs prix de vente.
Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut être exposé à la vente sur Nvidia jusqu'à un directionnel baissier. Je pense qu'on peut baisser au moins jusqu'à 165, voire 140 si les choses se dégradent vraiment sur le Bitcoin, puisque je vous dis, la capi de Nvidia, elle est surtout montée en flèche grâce aux ventes de cartes graphiques pour miner du Bitcoin. Donc si le Bitcoin s'effondre, il va y avoir des milliers de cartes graphiques qui vont retomber dans le marché de seconde main, et donc plus personne n'achètera de cartes graphiques neuves, puisqu'elles ne vaudront plus rien. Et c'est des cartes graphiques dernier cri, hein, c'est-à-dire que, autant vous dire qu'avant qu'on retrouve une nouvelle génération de cartes graphiques qui permettra de recréer une demande chez les geeks, ça prendra du temps, et on va probablement avoir beaucoup, je vous dis, un stock de cartes graphiques dernier cri de seconde main hallucinant qui va complètement tuer le marché de Nvidia. Donc ils vont avoir des ventes qui vont tomber mais en chute libre, et vous allez voir forcément la capi derrière, elle va se prendre des claques, c'est logique. Hein, voilà. Morel et Prom, ça déclenche le signal petit à petit, on franchit toujours pas la résistance, mais on va y arriver. Tentative de break baissier, signal bullish, invalidation, normalement on est parti. Pour un signal haussier, c'est confirmé au momentum par une divergence. Donc là, c'est pareil, c'est un double shot, donc un faible risque. On rentre, on met un stop en dessous et on laisse faire le marché. S'il casse des résistances, il ira chercher les suivantes. Celles-là, on les a déjà testées 2 fois, donc normalement, on les passe. Maintenant, j'ai pas de certitude à ce niveau-là non plus. Et donc, on termine sur le Bitcoin. L'émission est longue et puis je commence à avoir soif. Donc on ne va pas y passer 107 ans. Donc toujours pour moi le même schéma. On est sur cette phase où pour l'instant on est toujours dans une reprise technique. D'accord ? C'est-à-dire que techniquement parlant, il n'y a pas encore de signal de vente daily sur le Bitcoin, puisque le signal ici, c'est un cycle neutre sur sine wave, un cycle faible. Donc jusqu'à preuve du contraire, là il faut attendre qu'il y ait un repli haussier et qu'on ait à l'installation d'un signal bearish. Et quand on aura bear ici, on aura un signal de vente daily. Donc pour l'instant, moi, j'ai rien de tout ça. J'ai pas de signaux de vente non plus en horaire. Donc qu'est-ce que je fais ? J'attends. Pour moi, on est dans la zone où on trade neuneux. Donc je laisse les neuneux s'amuser là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez acheter le Bitcoin, faites-le le plus bas possible dans la zone de trading neuneux. Si vous voulez le vendre, ça se fait le plus haut possible. Pour moi, on peut toujours aller un peu plus haut sur le Bitcoin. On peut invalider ce décompte héliotiste puisqu'on a cassé la borne 4 hier, mais jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans un cycle bullish. On l'a cassé, on est juste un petit peu plus bas, mais tant qu'on reste au-dessus de 12 650, il n'y a pas de signal de vente. Voilà. Il n'y a pas eu de break baissier, donc on reste soft. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire autrement. Si Sinewave il avait détecté un risque de break baissier, ici, sur ce gros chandelier baissier, il vous aurait mis break. Là, il ne vous met rien de tout ça. Donc, comment on aborde ça, et on attend un signal de vente. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché, il peut très bien remonter ici. Donc si vous amusez à vendre ici, soit vous mettez un stop, comme vous l'avez dit, au-dessus de au-dessus de 19 200, mais vous avez un gros stop à payer, soit vous attendez tout simplement qu'un signal de vente se présente ou qu'il y ait un breakout. Tant qu'il n'y a pas de break ou qu'il n'y a pas de franchissement baissier des 12 600, il n'y a pas de signal de vente. Voilà. Ça, on voit que par contre, c'est beaucoup moins haussier que ce qu'on pensait, puisqu'on n'arrive pas à tenir un signal bullish qui était validé au momentum. Donc là, il y avait bien un signal d'achat, le marché ne le tient pas. Donc c'est qu'il y a de moins en moins d'acheteurs dans ce marché. C'est très bon signe, je vous ai dit, on cherche à avoir un marché qui perd son momentum haussier. Donc vous voyez que là, dans la stratoconnerie Bitcoin, ça commence à merder déjà. C'est-à-dire que là, les mecs, ils étaient tous en train de dire « Ouh, rocket mode, on va jusqu'à 22, 30 000 ». Moi, je vous dis, je me suis éclaté ces derniers jours. Je suis allé sur les chats cryptocurrency de TradingView, c'est que du crétin. 95% de mecs qui savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent, mais avec des termes techniques de crypto-cono. Mais j'ai envie de dire, oui, la crypto-monnaie, ça existera encore dans 10 ans si on a de la chance. Oui, ça aura de la valeur, mais en attendant, ça vaut clairement pas les 20 000 $ qu'on a pricé. Faut quand même un petit peu se calmer à partir d'un certain moment. C'est bien une bulle spéculative. Donc, on est sur un actif lié à du trading, on est dans un excès de spéculation et théoriquement, ça se corrigera à la baisse, ce truc-là. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire, on est bien sur un fléchissement du momentum, il y a bien 2 vagues de repli identifiables, donc là, théoriquement, on a peut-être trouvé le point C, mais ce peut-être, on ne peut enlever cette hypothèse de peut-être que lorsqu'on cassera le point B. Tant qu'on ne casse pas le point B, donc tant qu'on ne vient pas chercher la target de break sine wave, pour moi, il n'y a pas de signal de vente. Donc il vaut mieux rentrer plus tard sur un signal de cassure validé que de rentrer trop vite sur un signal non confirmé qui pourrait vous péter derrière un stop jusqu'à 19 200. Donc patience, pas de surexposition. Ce schéma héliotiste, je vous dis, on l'invalide, c'est pas possible. Donc moi je dis, le seul schéma héliotiste que je vois actif maintenant, c'est celui qu'on avait mis avant, à savoir donc vague 1, vague 2, petite 3, 5 étendues,
enfin 3, pardon, voilà, 3, 4, hop, une 3, une 4, et donc une 5 ici, avec une 1 étendue, 3, 4, 5. Voilà. Donc pour moi, ici, on a bien un décompte en 5 temps qui pourrait valider la vague C. Donc je vous dis, si on casse le point B, je rentre, pas de doute. Je rentrerai sur le Bitcoin, à la vente. Mais pour l'instant, je ne peux pas, parce que je pense que je peux avoir un retracement qui m'offrira un meilleur prix. Voilà. Il est possible, vous voyez, qu'on ait 1, 2, 3, 4 et 5 comme décompte, qui nous fait une petite 1. Donc en fait, vous seriez en train de vendre un niveau de support, qui serait notre vague 1 ici, avant de venir chercher par exemple une 2, et avant d'avoir notre 3 tendancielle. Donc moi, je me dis, là, me positionner tout de suite vendeur, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Voilà. En termes de décompte, si je cherche des structures de prix via Elliott, voilà, je me dis qu'ici, on a probablement trouvé une 1, qu'on pourrait se replier sous résistance, chercher une 2, avant de faire donc une grande 3 tendancielle et de rentrer dans les phases un petit peu plus gênantes pour le Bitcoin. Voilà. C'est possible, hein, voilà. Après, vous savez, le Bitcoin fait des vagues 5 étendues, et dans une phase de crack, c'est généralement les 3 qui sont étendus. Hein, voilà. Donc normalement, c'est plutôt ici qu'on devrait étendre la vague, donc c'est la prochaine vague de baisse qui devrait être bien baissière. Mais on pourrait avoir, je vous dis, encore un petit repli technique, typique sur des niveaux de retracement, voilà, de type minimum 61. Donc je dirais, voilà, 61, ça nous ramène sous cette petite résistance, c'est-à-dire celle qui a invalidé le signal bullish. Donc pourquoi pas ? Ici, revenir chercher ce niveau-là, le rejeter à la baisse et vraiment partir sur un truc très moche. Et dans ce cas-là, on rentre en rejet baissier de cette zone-là, en cassure baissière, ici, à 14 100, qui est quand même un meilleur prix que si on vend 12 700 en cassure baissière. Moi, je dirais que ça peut être, à moduler son risque, on peut jouer un truc comme ça. Voilà. Jouer cette zone-là à la vente si on a bien validé un rejet ici ou dans la zone-là. Hein. Voilà. Il faut bien vous dire que ça, c'est du trading de nœuds. Donc, voilà. Non, putain, c'était bien l'autre. Voilà. Donc jusqu'à preuve du contraire, la meilleure zone, le meilleur risque ratio-rendement pour se positionner dans cette 2, c'est 15 750. C'est-à-dire laisser les prix remonter au minimum 15 300, essayer de tirer 15 800 et ici se positionner à la vente avec un stop là, une invalidation toute conne. C'est-à-dire que là, du coup, il y a un bien meilleur risque ratio-rendement, on short là, on met un stop là. Si ça ne marche pas, on attend que les prix reviennent dans la zone et s'il n'y a pas de signaux, on laisse monter. Voilà. Moi, je le jouerais comme ça. Je pense que voilà, le fait qu'on ait cassé le cycle hier, ça invalide le décompte supérieur que j'avais mis en théorique sur les graphiques. Mais vous voyez qu'il n'y a toujours pas de break baissier pour autant. Voilà. Donc, on suit les indicateurs. La lecture, elle n'est pas compliquée et elle n'est toujours pas baissière. Voilà. On est en train d'installer potentiellement une tendance baissière. Vous voyez que Momentum, il met une trail line de baisse, mais on n'a pas encore cassé la trail line de support. Donc vous voyez, pour moi, on va remonter un petit peu, titiller, essayer de passer un petit peu au-dessus de la trail line, et soit on l'éclate à la hausse, c'est haussier, et on installe une tendance haussière, soit on se replie à la baisse, on casse la trail line de support, on casse ce support-là, et on s'effondre sur le Bitcoin. Voilà. Toujours pareil, des scénarios, on anticipe le truc, comme ça, quand ça se produit, on n'est pas en réaction, on est proactif. Voilà. Allez, voilà, donc on a fini sur le Bitcoin, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour cette fin d'année. Donc voilà, moi à ce stade, je vais éteindre mes graphiques, je n'ai plus rien à foutre de ce qui va se passer dans les prochains jours. J'ai mes alertes sur les niveaux techniques qui m'intéressent. Maintenant, le marché vient les chercher, vient pas les chercher avant la fin de l'année, peu m'importe. Rappelez-vous quand même que techniquement, historiquement, on a de plus en plus de gaps sur les 1er janvier depuis les dernières années. Donc, il y a une forte probabilité qu'on ait un gap au 1er janvier. Donc, comme je vous le dis, pour moi, il faut être exposé à la vente sur le S&P 500, pas sur le Dow Jones, pas sur le Nasdaq, sur le S&P 500 au 31, parce qu'il y a un risque de décrochage par un gap baissier. Voilà. Évidemment, ça peut très bien se dérouler, enfin, ça peut très bien finir avec un gap haussier. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même plus de risques dans la balance que ce soit un gap baissier, c'est-à-dire qu'en gros, on tente une ouverture 1er janvier, boum, sous le support à 2647, on pousse un petit peu les jours qui suivent, et derrière, on revient fermer ce gap un petit peu plus tard dans l'année. Soit dans les jours qui suivent, soit un peu plus tard dans l'année. Mais il est très probable qu'on ait un décrochage ici. Et dans ce cas-là, si on décroche le gap et qu'on poursuit, vous saurez que notre point B se fera sous ce niveau de gap. C'est-à-dire que si on gappe le 1er janvier et qu'on poursuit sans remonter les clôturer quelques jours après, ces gaps, c'est qu'on va poursuivre baissier au sein de la vague A
et ce sera notre résistance pour trouver notre point B. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on tiendra le gap toute la première partie de l'année, pendant probablement tout le premier trimestre, et on reviendra le fermer que dans la fin d'année, milieu fin d'année, quand on aura terminé la conso en 2 temps, et c'est ici qu'on viendra donc refermer le gap et partir sur une vraie phase de hausse durable. C'est un scénario totalement... Et historiquement, c'est typiquement le genre de truc que le marché aime faire. On comprime complètement le momentum, on crée un squeeze en fin d'année, on prépare un squeeze en fin d'année, et le 1er janvier, boum, on gap, on libère le momentum d'un coup. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir une petite vente, avec, je vous dis, un faible levier pour pouvoir tenir des stops de 2 à 2,5%, au cas où, voilà, je vous dis, on fasse un gap de 1% à la hausse lundi et qu'il soit revendu, enfin lundi, le 2 janvier, et qu'il soit revendu, ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, il faut garder cette éventualité-là, donc pas de surexposition, pas de levier, mais je pense qu'une vente est nécessaire sur les marchés américains pour en avoir un peu en portefeuille, au cas où on soit dans le cas où, voilà, je vous dis, si on gap 1 à 1,5% à la baisse le 1er janvier, le 2 janvier, ce qui est vraiment tout à fait probable, évidemment, il y a une forte probabilité que ça chute derrière, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas fermer le gap, et dans ce cas-là, si vous n'aviez pas shorté en haut, vous n'aurez pas le point haut, tout simplement. Après, avoir le point haut, ce n'est pas non plus une nécessité. Allez, voilà. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end, bonne fête. Je ne peux pas vous le souhaiter tout de suite, mais je vous le souhaiterai bonne année au bon moment. Profitez bien de vos proches. Rappelez-vous qu'il n'y a pas que le trading dans la vie, que c'est intéressant, que c'est bien. On apprend plein de choses en trading, mais c'est quand même intéressant aussi de dépenser son pognon, de faire la fête. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez bien, que cette année vous aura été profitable et que l'année prochaine le sera donc encore plus, que vous apprendrez toujours plus de choses. Rappelez-vous, on n'a jamais fini d'apprendre en trading. Moi, j'ai 7 années de bouteille et j'apprends toujours des choses. Les gens qui en ont 10, 15 apprennent toujours aussi des choses. C'est ça qui est passionnant dans ce travail, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais tout compris. Et Dieu sait que ça fait du bien dans la vie d'avoir toujours des challenges et de nouvelles choses à porter. Allez, goodbye!